famille allemande qui était, mon père était ni pro-nazi, mais il n'était pas anti-nazi non plus. Donc en 60, quand je suis venue en France, j'étais finalement partie pour apprendre la langue française et voir autre chose que rester à Berlin. Disons, mon trajet professionnel était déjà tracé. Je travaillais dans une boîte pharmaceutique, Schering, c'était pas intéressant du tout. Donc, en arrivant en France, j'ai eu la chance de connaître très peu de temps après Serge. D'ailleurs, c'était le jour où on s'est rencontrés, où Adolf Eichmann était capté par le Mossad et ramené d'Argentine en Israël. Et donc, Serge m'a raconté tout de suite, bien entendu, son histoire, son papa qui était arrêté, déporté, mort à Auschwitz. Vous connaissez peut-être aussi, ils étaient cachés à Nice, et quand les Italiens sont retirés, les Allemands sont entrés avec Alois Brunner, eh bien, mon beau-père avait préparé d'avance un double flanc de placard en disant que s'il arrive quelque chose, s'il y a une rafle, au moins je peux cacher la famille. Et quand les Allemands sont arrivés, c'était des Allemands, c'était pas des Français à Nice, c'était des Allemands avec Alois Brunner. Il a ouvert la porte, il a pu mettre la famille dans le placard, et la Gestapo l'a pas tapé sur le placard, n'a pas su que c'était creux, et le père a été arrêté, et ma fille Émilie, donc Serge, Georgette et la maman et la belle-mère ont survécu. Mais donc il m'a raconté ça, mais je voyais déjà au début qu'il y avait une réticence à l'époque contre les Allemands un petit peu encore. Je dis, c'était en 60, bon, ça a changé énormément depuis. Mais alors je me suis dit que quand j'arrive en France, je suis pas coupable, mais j'ai quand même une certaine responsabilité morale et historique à remplir. Parce qu'il y a quand même l'Allemagne, c'est Goethe, c'est Schiller, c'est Beethoven, mais l'Allemagne c'est aussi Hitler, Himmler, Eichmann. Donc c'était pour moi peut-être un petit peu le fond du cœur. Aussi, peut-être aussi parce que j'ai vu ce que ça peut produire la Deuxième Guerre mondiale. Je suis née à Berlin, je suis élevée à Berlin. J'étais heureusement à Berlin-Ouest, mais j'avais des parents à Berlin-Ouest, donc je traversais facilement, à l'époque il n'y avait pas encore le mur, je partais juste avant. Mais je voyais ce que ça peut, une guerre peut produire, en dehors des millions de victimes, mais aussi là, notre ville était partagée, l'Allemagne est partagée entre le camp capitaliste et le camp communiste. Donc tout ça, peut-être, c'était un petit peu en moi déjà, quand finalement j'ai commencé à m'engager. Et je me suis engagée pourquoi? Je me suis engagée en 63. Il y a l'Office franco-allemand qui faisait partie du traité, c'était justement maintenant 50 ans du traité Élysée. Je me suis engagée dans l'Office franco-allemand pour la jeunesse parce que je voulais justement aider à échanger les jeunes des deux pays. Et puis, j'étais là, j'ai fait le livre sur les filles au père. En 65, Arnaud est né. Et en 66, je vois dans les journaux que l'Allemagne s'est choisi un propagandiste nazi comme chancelier. Donc, après tout ce que je dis, ma préparation et puis le sort de mon beau-père, encore, quand il était à Auschwitz, il avait battu un cap pour protéger un ami. Il était envoyé directement dans les mines de Fürstengrube, des mines de représailles. Donc Serge a dit, écoute, on ne peut pas laisser faire ça, tu dois protester. Donc Serge m'a aidé, j'ai fait des tribunes libres dans le journal Combat. Et je lui ai dit que Kissinger s'est fait un aussi bon nom dans les rangs des chrétiens démocrates que dans les rangs des chemises brunes. Et je lui ai, en tant qu'Allemande, dit que je ne peux pas tolérer que je sois représentée par, parce que je suis française, mais aussi allemande, bien sûr, je restais, que le gouvernement allemand soit représenté par un propagandiste hitlérien. Il était en liaison entre les affaires étrangères et le propagande ministre qui savait très bien ce qui se passait dans les camps et la situation militaire. Alors, Serge a dit, engage-toi. Donc, on a fait les papiers, les articles. Et puis, dans l'Office franco-allemand, en tant que Française, et bien, j'ai été révoquée parce que j'avais dit un nazi, le chancelier en Allemagne. Donc, à nouveau, c'était pour nous. Je me dis, il fallait résister ou il ne fallait pas résister. Ils m'ont dit, il y a une commission arbitraire de l'Office franco-allemand parce que alors, j'ai dit, bon, parce que le tribunal de travail n'était pas compétent à Paris. Alors, on va à la commission. Mais dans la commission, le juge allemand qui était dans la commission, c'était un ami de Kissinger, M. Heiler, membre du parti nazi. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Donc, on a dit, il faut faire quelque chose, il faut essayer de forcer Kissinger à démissionner. Alors, c'était pas facile parce qu'on était toute seule, Serge, on n'avait pas beaucoup de moyens. On avait été avec ma belle-mère ensemble. Et il y avait donc Arnaud, et puis donc c'était aussi difficile
difficile pour moi de commencer à bouger. Enfin, grâce à ma belle-mère qui m'a aidé énormément pour garder Arnaud, c'était donc devenu assez possible. Alors on s'est dit, il faut faire quelque chose. Donc Serge a commencé à réunir des documents. D'ailleurs, quand j'étais candidate l'année dernière pour le poste de la candidate pour les présidences en Allemagne, contre M. Gauck, il y a la presse méchante, la Belge, a dit tout de suite, mais elle a travaillé pour la Stasi, donc c'est toujours. Mais on avait dit tout de suite, on était toute seule, il y avait Kissinger qu'il fallait forcer à démissionner. Alors quoi faire? On n'avait pas de moyens, on n'avait pas d'amis autour de nous. En France, personne ne nous a aidés, ni en Allemagne. Alors c'est l'Allemagne de l'Est qui nous avait à la porte. Donc les documents étaient à Potsdam, ça je les ai réunis, il est allé à l'Élysée pour dire écoutez, je pars pour aider ma femme à trouver des documents. Et puis comme ça, on a pu avoir des gens qui nous aidaient en donnant des documents. Et puis, je veux dire, j'avance déjà, même si j'étais à l'époque l'héroïne en Allemagne de l'Est, décorée, mais en 71 et 72, quand j'ai protesté contre l'antisémitisme et l'antisémitisme à Prague et à Varsovie, les frontières d'Allemagne de l'Est sont fermées. Et ils savaient très bien que je supporte l'État d'Israël. Alors donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Alors il fallait faire des brochures. Bon, ça ne donnait pas grand-chose. Les députés allemands me disaient, Madame Klarsfeld est élue démocratiquement. Donc là, il fallait aussi essayer de chercher, parce que la société allemande, il fallait la violer, je veux dire. Il fallait faire des choses qui n'étaient pas habituelles à l'époque. Il fallait faire des actions, pas seulement des manifestations, mais des actions spectaculaires. La première était d'ailleurs très convaincant, c'était une interruption de Kissinger au Parlement allemand à Bonn, où j'ai créé de la tribune des visiteurs Kissinger nazi démissionne. Bon, j'étais arrêtée bien sûr, mais enfin ce qui était essentiel, les journaux qui ne voulaient pas parler du passé nazi de Kissinger étaient obligés avec l'interruption de parler sur son passé. Donc ça a commencé tout doucement, de savoir qui est Kissinger, et puis après, j'ai dit il faut faire quelque chose de beaucoup plus spectaculaire. C'était donc cette gifle bien préparée en 68 à Berlin, c'était le congrès des chrétiens démocrates, les alliés à l'époque, c'était encore la ville partagée en 4 alliés, n'étaient pas d'accord que les chrétiens démocrates fassent le congrès. L'opposition allemande extra-parlementaire était venue pour empêcher le congrès à tenir compte, à se tenir. Mais finalement, c'était pas suffisant. Alors ça, j'ai dit, écoute, il faut faire quelque chose de spectaculaire. Et bien, tout part à Berlin, tout essaie de voir les réunions où est Kissinger, et puis sinon, il faut le gifler. Donc il y avait plusieurs réunions qui la conférence de presse n'arrêtait pas. Il y a une grande manifestation à Hasenheim où c'était trop difficile de rapprocher. Et alors, donc, c'était le dernier jour où il devait préparer son discours de fermeture, où j'ai réussi à le gifler en criant nazi Kissinger démissionne. Donc, c'était encore, j'ai risqué parce que dans le premier rang, il y avait des gardes du corps, mais étant donné que la tribune était très large, j'ai dû passer derrière, c'était impossible de tirer parce qu'ils auraient tiré tout ça Kissinger et pas sur moi parce que j'étais protégée par lui. Donc, ce gifle était le soir même, c'était un an de Kissinger qui ne voulait pas porter plainte, mais c'était par son entourage, il l'a fait quand même. Et alors, le soir même, 1 an de prison ferme pour avoir giflé un chancelier nazi. Donc, pour peu de temps avant, on avait battu Rudi Dutschke, le leader de l'opposition parlementaire allemande, 250 marks d'amende pour un nazi. Donc, je vous dis, c'était là quand même quelque chose qui a déclenché quelque chose. C'était un acte symbolique, justement, comme Serge est venu tout de suite à Paris, à Berlin, il m'a dit, écoute, Béat, tu feras jamais quelque chose aussi important, je crois que ce qui est vrai, parce que ça a quand même commencé, ce qui était mon but en tant qu'engagement moral, politique, d'empêcher que dans ces criminels nazis puissent rester dans les postes dirigeants allemands. C'était Kissinger, il y en avait beaucoup à l'époque qui étaient dans tous les ministères, il y était des juges, il était partout. Donc ça c'était un des choses nécessaires. D'ailleurs, à peine après, j'étais candidate pour les élections du Parlement allemand pour le parti de gauche en 69. Et je vous ai dit, j'ai toujours dit que pour moi, je vais être représentée par le résistant comme Willy Brandt, mais pas par Kissinger. Et en 69, finalement, notre campagne contre Kissinger a permis qu'il y ait une autre coalition entre les FDP et les social-démocrates. Et donc Kissinger a dû partir. Mais là aussi, je vous dis, on était omniprésents maintenant, parce que tout de suite, après le nouveau gouvernement qui s'est formé,